L'inviter à me rejoindre du coup directement sur scène aux côtés de Céline Bartet, qui est présidente d'IBMA France. Monsieur le ministre, bonjour. Céline, bonjour à nouveau. Voici pour vous un micro. Je vous invite à vous installer. Hop. On va zoomer sur la France dans un instant, mais je voudrais même si vous êtes évidemment le ministre de l'Agriculture française, cette agriculture française, elle se pense dans l'Europe, et je crois que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. On va parler du renouvellement du plan Écophyto, du projet de loi d'avenir, mais on va parler avant tout d'Europe. On célèbre les 10 ans de l'inscription du biocontrôle, je l'ai dit, dans le code rural en France, mais on n'a pas encore l'équivalent à l'échelle européenne. Monsieur le ministre m'en voudra pas, je vais commencer par Céline Bartet. Je rappelle que tu es présidente d'IBMA France. Pourquoi on a besoin de cette inscription, cette définition du biocontrôle à l'échelle européenne? Est-ce que c'est vraiment si important que ça? Alors, peut-être juste très très brièvement, je ne vais pas vous donner un cours magistral de réglementation, un petit rappel. Les substances actives sont approuvées au niveau européen, tandis que les préparations, les produits sont eux autorisés au niveau des États membres. Ceci étant posé, la France, comme vous le rappeliez, Pierre, a défini le biocontrôle dans le code rural il y a 10 ans. Et ça a permis, à partir du moment où on avait posé ce cadre et donné un périmètre à ces produits, de les faire bénéficier de tout un tas de mesures incitatives, notamment réglementaires, donner priorité à ces produits en termes d'évaluation et ensuite une évaluation accélérée. Donc on mesure très bien tous les avantages de tels dispositifs. Donc la France est un peu bonne élève, on va dire, de ce point de vue-là, du point de vue de l'IBMA France. La France, oui, a été la première en Europe et reste la première à avoir un tel dispositif qui n'existe pas au niveau européen. Donc ces substances actives de biocontrôle en Europe se retrouvent, si je puis dire, dans le lot des substances actives en général, doivent prendre rang en termes d'évaluation. Donc tout ça introduit de la longueur, pour ne pas dire du retard. Donc, du retard dans l'accès au marché du point de vue des agriculteurs à ces solutions innovantes. Il y a des innovations qui attendent d'être évaluées. Donc avoir cette définition, qui est vraiment la première étape, permettrait ensuite de dérouler tout un tas de mesures incitatives et positives. Monsieur le ministre, avec France 2030, notamment, la France investit dans l'innovation, le développement de produits biocontrôle par les entreprises françaises. Et certaines, on l'a vu, sont parfois obligées d'aller voir ailleurs pour accéder au marché. Est-ce que vous aussi, vous partagez cet enjeu d'accélération du processus réglementaire à l'échelle européenne qui passe par cette définition du biocontrôle? Oui, bonjour à toutes et à tous. Ça vient corroborer ce que je dis souvent, c'est-à-dire que sur ces sujets-là, si ce n'est pas européen, ça manque d'opérationnalité, parce qu'on a quand même un certain nombre de dispositions européennes qui viennent s'imposer à nous sur l'utilisation de produits sur les plantes en particulier. Et donc on avait besoin, on aura toujours besoin d'une réglementation européenne qui permette effectivement de tenir compte de la réalité, de la spécificité des outils de biocontrôle, qui ne sont pas des outils comme les autres, de lutte contre les maladies et autres. Et donc, on a besoin d'une réglementation européenne. Alors, d'une certaine façon, si j'étais taquin, je dirais que nous avons fait une surtransposition, alors d'une certaine façon plutôt positive, là. Oui, est-ce qu'on ne doit pas s'enorgueillir du fait que la France... surtransposition. Ouais. Je dis au passage que la loi Egalim, c'est une surtransposition aussi. Donc la surtransposition n'est pas par nature négative. D'accord. Simplement, il faut toujours penser à voir si, sur ces sujets de biocontrôle, on est forcément dans un espace qui n'est pas un espace national. Ouais. Sur les Egalim, on est sur un espace commerce, national, ouais. C'est pas le sujet du débat du jour, mais donc on peut comprendre une surtransposition. Mais dès lors que la surtransposition, soit elle n'est pas opérante dans un espace plus large que l'espace européen, or, les structures à laquelle elles s'adressent, elles ont une vocation nationale, une vocation européenne et parfois une vocation internationale. Donc elles ont besoin d'un cadre qui les protège et qui leur permet de ne pas multiplier d'ailleurs les procédures pour justifier de l'utilisation de tel ou tel outil de biocontrôle. Donc on a besoin d'un cadre européen. Alors ça me permet de dire un mot de... Il y avait un point positif, alors il y avait des points d'inquiétude, parfois des points négatifs, on a beaucoup essayé de travailler, mais dans la réglementation sûre... On va en parler dans un instant. Ouais. Il y avait ça, ouais. C'est-à-dire qu'on arrivait, alors c'était pas parfait, ça nécessite aussi, nous Français, il faut se le dire, moi comme ministre de l'Agriculture, au milieu de 27 autres, de 26 autres, si je sais compter,
il faut qu'on pense nos réglementations en se disant qu'on ne peut pas simplement dire aux autres c'est la nôtre et donc c'est la nôtre qui va s'appliquer. Justement, on dit souvent que la France lave plus blanc que blanc. Est-ce que là, en matière de réglementation autour du biocontrôle, on a une définition, on a un cadre qui permet d'accélérer la mise en marché, mais on a aussi un niveau d'exigence réglementaire qui est élevé. Est-ce qu'on ne doit pas s'en enorgueillir par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays? Céline, et puis je vous laisserai réagir dessus. Oui, tout à fait. Et il n'a jamais été question de demander des évaluations, si vous me permettez l'expression, au rabais, mais bien des évaluations, des documents guides qui soient adaptés à nos produits. Je pense notamment aux micro-organismes. Quand on regarde dans d'autres parties du monde le nombre de micro-organismes qui sont à la disposition des producteurs. On en parlera d'ailleurs. On en parlera aura quelques chiffres marchés un petit peu plus tard, à la 3e table ronde, je pense au Brésil. Le développement des micro-organismes en Europe est pas à l'inverse, mais quasiment. Pourquoi? Parce que actuellement, c'est quand même extrêmement compliqué de faire approuver un nouveau micro-organisme en Europe. Donc c'est pas moins de réglementation, c'est plus adapté et plus vite. C'est ça que j'entends. Plus adapté et plus vite. Donc ça veut dire aussi peut-être pas moins d'ANSES, l'association nationale qui gère, qui assure, qui applique, on va dire, les méthodes d'évaluation en vue de la réglementation des produits phytosanitaires en France, mais c'est peut-être plus d'ANSES, plus de moyens donnés à l'ANSES. Monsieur le ministre, est-ce que l'ANSES aujourd'hui a assez de moyens pour ne pas être un goulot d'étranglement pour les produits biocontrôle? Personne n'a jamais assez de moyens. Si vous demandez à quelqu'un qui vous lui dites est-ce que vous avez assez de moyens, si vous m'en trouvez un qui vous dit j'en ai assez, vous me le présentez. C'est un peu la règle, non? Bon, donc faut pas. Je pense pas que le sujet soit celui-là principalement. D'ailleurs, vous l'avez dit, madame, c'est une question de quelle priorité on se donne et puis quelle procédure on a qui permettent d'avancer. Donc la question, c'est pas d'ailleurs les structures de sécurité sanitaire, ni l'ANSES, ni l'EFSA, parce que faut arrêter de faire du franco-français. Effectivement, ouais. Ça serait bien de parler de l'EFSA aussi, parce que l'EFSA qui est l'équivalent européen. Ben oui, mais c'est l'équivalent européen, et si nous décidons tout seuls et que les autres ne reconnaissent pas ce que nous décidons, ça sert à pas grand-chose. Hein. Attendez, je finis. Je vous en prie. C'est-à-dire, on a besoin de donner les outils à l'ANSES qui lui permettent d'améliorer son process, et c'est pas en rabattre, mais on peut aller plus vite et ne pas en rabattre. Parce que c'est une espèce d'opposition qu'on fait en disant si ça va vite, c'est bâclé, c'est pas vrai. On a besoin par ailleurs de penser que nous sommes dans un espace européen et mondial et pas dans un espace français. Et y compris dans les négociations qu'on a menées au niveau européen, on ne peut pas arriver voir les Européens et dire c'est notre modèle, il va s'imposer à vous et il n'y a pas de discussion. Parce que sinon, il n'y a pas d'accord. Et je ne crois pas que les Allemands, que les Italiens, que les Irlandais, enfin bref, on ne va pas faire la liste des pays européens, aient plus envie que nous d'en rabattre sur les questions sanitaires. Pourquoi ils auraient... Ils ont des habitants à protéger, des consommateurs qui ont des exigences, des ONG qui portent leur part d'exigence. Donc il faut qu'on écoute les autres pour arriver à trouver un point d'accord. Et donc il faut qu'on essaie de converger vers quelque chose qui soit ce qu'on avait pensé au démarrage, puisque nous étions plutôt préfigurateurs de la pensée et de la réglementation, mais sans dire c'est la nôtre et jamais rien d'autre que la nôtre, parce que sinon on n'arrivera pas à trouver un accord. Donc et justement, on a besoin de trouver cet accord. Cet accord, on ne l'a pas encore trouvé. On va écouter Irène Tolleret, qui est vigneronne dans le Pic Saint-Loup, mais surtout députée européenne, très engagée sur les questions agricoles et rurales. Elle va nous parler du règlement SUR, ce règlement sur l'utilisation durable des produits phytosanitaires, qui n'a pas trouvé d'accord au niveau du Parlement européen, et pourtant il intégrait une première définition du biocontrôle. On l'écoute. On l'écoute? On l'écoute. Chers amis, tout d'abord, je voudrais vous remercier de me donner l'occasion de m'exprimer sur la question très importante de l'avenir du biocontrôle en Europe dans le cadre de la législation européenne. Comme vous le savez tous, le projet sur la réglementation sur l'utilisation durable des pesticides a été rejeté par le Parlement européen, décevant toutes les attentes d'une introduction à court terme d'une définition du biocontrôle au niveau européen qui poserait les bases d'une harmonisation de la législation dans ce domaine. Pour l'heure, si le Parlement a adopté une position radicale, les travaux ne sont pas arrêtés, puisque la Commission européenne a annoncé qu'elle ne recommencerait pas à zéro toute la procédure, et la présidence belge de l'Union européenne entend poursuivre les discussions au sein du Conseil des ministres. Il faut savoir que les avis ne sont pas très clairs sur les possibilités de parvenir à un accord sur le règlement SUR au Conseil avant que la Belgique ne quitte la présidence fin juin. Mais à ce stade, rien n'est à exclure.
Dans le cas où le Conseil parvient à une approche générale, le Parlement serait obligé de s'exprimer à nouveau. Les projets d'amendement qui ont été élaborés par le Parlement européen sur la définition du biocontrôle avaient amélioré la proposition initiale de la Commission européenne. Ça signifie, à mon avis, qu'il existe une volonté politique très forte en faveur d'une augmentation de l'utilisation de ces substances. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à redoubler d'efforts pour convaincre la Commission européenne de la nécessité d'accélérer la mise sur le marché des substances de biocontrôle, quoi qu'il advienne du règlement sur l'utilisation durable des pesticides. Nous devons garder à l'esprit que cette nécessité n'est pas seulement liée aux conséquences de ce règlement en matière de réduction des pesticides, mais à la situation actuelle où les solutions chimiques se font rares et où il est urgent de lutter contre le changement climatique. En plus de Sure, nous avons un autre outil législatif important, le règlement 1107 de 2009, désolé de parler en jargon européen, qui définit les procédures d'autorisation des substances pesticides. Il est important de trouver des moyens d'accélérer la commercialisation des solutions de biocontrôle et pour cela, les institutions européennes ne devraient pas écarter une révision de ce règlement. Nous devons également convaincre la Commission européenne de la nécessité d'introduire une législation horizontale, spécifique, qui couvre toutes les catégories de biocontrôle, y compris les macro-organismes qui échappent actuellement à la législation européenne et pour lesquels il serait hautement souhaitable de jeter les bases d'une harmonisation. Je profite de cette occasion pour vous annoncer mon intention d'adresser prochainement à la Commission européenne une question écrite qui reprenne l'ensemble de ces préoccupations. Je m'engage, bien entendu, à vous tenir informés de la réponse. Et en l'attente, je vous remercie de votre écoute. Je vous salue chaleureusement et comme c'est encore l'époque, meilleurs vœux pour 2024. Merci donc à Irène Tolleray qui est députée européenne. Céline, du coup, on regrette cette absence d'accord sur le règlement Sure ou est-ce que finalement c'est un mal pour un bien ? Alors, la déception, forcément, elle est là, parce qu'on avait beaucoup d'attentes vis-à-vis de Sure. C'était la première fois qu'au niveau Europe, on voyait apparaître une première définition qui ne couvrait pas complètement toutes les catégories de produits, qui ne recouvrait pas complètement la définition française, mais qu'il était encore temps d'améliorer. Donc forcément une déception. Ce n'est que partie remise. Le texte reviendra, donc on perd un peu de temps. C'est le seul problème. Et puis on n'oublie pas en tout cas que c'était une première étape. Et Madame la députée le rappelait, ce qui régit l'arrivée sur le marché de nos produits, c'est un autre règlement, le 1107. C'est une autre histoire. Tout ça est à mener à des combats de front. Monsieur le ministre, revenons peut-être sur la France. Il y a une actualité particulièrement riche. Au-delà d'être la date anniversaire pour le biocontrôle, 2024 devrait voir le lancement de la stratégie Ecophyto 2030, comprenant le plan Parsada, le plan d'action stratégique pour l'anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives. Long acronyme, mais qui vaut le coup d'être détaillé. Il y a le lancement du grand défi biocontrôle et biostimulant. Il y a le pacte de la loi et la loi d'orientation d'avenir agricole. Commençons peut-être sur ce dernier point. On l'a vu tout à l'heure dans la table ronde juste avant quand vous arriviez. La question de la formation initiale et continue est centrale pour la question du biocontrôle. Est-ce que le biocontrôle va occuper une place particulière dans le pacte et la loi d'avenir, sachant que la formation, elle, est au cœur de ce dispositif? Il va occuper la place des solutions pour engager les transitions sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc il va prendre une place qui va être croissante sur ce dispositif. Donc c'est à la fois dans la formation, formation continue et formation initiale, parce que je pense qu'on a ceux qui vont s'installer en agriculture, bien ceux qui sont en agriculture, qui ont besoin de se saisir de ces outils-là. Je dis souvent que on va changer un peu de modèle. L'INRAE, les instituts techniques le disent d'ailleurs, c'est qu'on est dans un modèle où on avait une maladie, une solution technique de nature chimique, et là on aura une combinaison de solutions, donc une complexité un peu plus grande, le tout devant trouver son modèle économique aussi d'ailleurs, et donc ça va nécessiter pour ceux qui sont déjà en place de la formation, et puis pour ceux qui viendront au métier d'agriculteur, évidemment une formation initiale qui soit plus structurante, si je peux dire, autour de ces solutions de biocontrôle pour penser. Il va falloir qu'on raisonne d'ailleurs de moins en moins en filière et de plus en plus en système. Système agricole, de regarder la globalité de ce qui se passe sur une parcelle
pour comprendre aussi ce qu'on peut faire avec les outils du biocontrôle. Avec l'enjeu de ne pas le déconnecter de réalité de marché et donc de filières dans lesquelles les productions s'inscrivent. Ouais. On pourrait citer peut-être l'action biocontrôle qui se déploie dans les lycées agricoles, justement. On regrette certains, je l'ai vu sur LinkedIn, disent il n'y en a que 2 des lycées agricoles qui vont être concernés par cette action biocontrôle. Pourquoi que 2? Ou est-ce que c'est juste une expérimentation avant de déployer plus largement? C'est d'abord un démarrage et une expérimentation, on verra les modalités. Il faut toujours commencer. Alors, je suis toujours fasciné quand on commence, on vous dit on ne faut pas passer. En fait, c'est regretté d'avoir commencé d'ailleurs, d'une certaine façon, parce que personne ne se plaignait quand il n'y avait rien. C'est assez paradoxal. Bon, bref, c'est la vie, c'est pas grave. Mais évidemment, l'objectif, c'est d'expérimenter, de regarder. Alors peut-être pas partout, peut-être pas dans tous les lycées, mais on a besoin d'explorer ces voies. On a aussi des lycées qui sont spécialisés sous tel ou tel... Oui, qui n'ont pas attendu le ministère pour se lancer sur ces questions-là. Oui, qui sont ici spécialisés sur le biocontrôle, là spécialisés sur d'autres sujets. On n'est pas obligé d'avoir une espèce de... Je trouve que la grande force de l'enseignement agricole qu'il faut vraiment saluer, d'abord c'est une partie de la productivité, de la compétitivité de l'agriculture française, elle est liée à la formation initiale et continue. Et deuxième élément, elle est liée aussi à la diversité. On ne fait jamais passer tout le monde à la même toise. Et donc c'est pas mal aussi que certains soient plus spécialisés, qui sur le biocontrôle, qui sur d'autres sujets. Parce que qui trop embrasse mal les trains, comme on dit. Et donc il faut aussi qu'on assume le fait qu'il y a des spécialistes, des spécialités, et après... ça peut se diffuser, ça peut généraliser ou pas généraliser, mais en tout cas se diffuser un peu plus largement. Cette diversité, on la retrouvera également dans une série de webinaires qu'organise le ministère, un biocontrôle, il relève le défi, avec une parole donnée à des agriculteurs, des techniciens, des acteurs des filières sur comment ils intègrent le biocontrôle dans leur pratique et leur système et leur modèle économique également. Quelques mots peut-être sur le Parsada, ce fameux plan de retrait. Est-ce que là aussi c'est une opportunité pour les produits de biocontrôle ? Oui, parce qu'une partie des solutions vont se trouver au travers du biocontrôle. Moi, je voudrais saluer le travail qui a été fait avec les professionnels, les instituts techniques, l'INRAE, les services du ministère, DGL en particulier. C'était pas forcément évident, parce qu'il forcément, on avait le sentiment qu'on partait avec l'idée qu'on allait retirer 75 molécules, ou le nombre de molécules qui étaient sélectionnées, donc il y avait un peu d'inquiétude. J'ai toujours dit que c'était pas ça le sujet. L'idée, c'est de se préparer à ce que peuvent être des retraits de molécules, ce que peuvent être des non-homologations, des gens qui ne redemandent pas l'homologation ou des interdictions. Je parle du niveau européen, parce que je pense que tout ça doit se gérer au niveau européen. Et il vaut mieux se préparer que de se retrouver dans un certain nombre de cas, ce qu'on a vécu en France, avec des signaux d'alerte qu'on voit et auxquels on ne fait pas attention. Et puis 10 ans plus tard, la molécule est interdite au niveau européen, et après, on est dans l'impasse. Et la compétitivité, c'est l'anticipation. La compétitivité économique. La souveraineté, c'est l'anticipation de ce qui peut arriver sur telle ou telle molécule. Donc, éviter les surtranspositions nationales et y renoncer, parce que c'est pareil que sur la réglementation sur le biocontrôle. 2, se préparer à toute éventualité. Et à partir de là, la solution biocontrôle, et donc on a un certain nombre de plans d'action, 14 plans d'action, les filières ont présenté leurs plans d'action. Il y aura un certain nombre de moyens. Je le dis, c'est quand même des moyens tout à fait inédits qui sont mis. C'est 250 millions d'euros par an. Sur un triennal en plus, par an sur 3 ans, donc au moins. Ce qui est, je crois, inédit en termes de moyens de recherche, d'innovation. Et donc c'est à saluer, je crois quand même, parce que ça permet de crédibiliser. Parce que on peut dire ce qu'on veut, si on ne met pas les moyens, dans l'idée, sans doute une partie de l'échec ou de la difficulté qu'on a eu à trouver les solutions, à pousser plus vite et plus loin sur les outils de biocontrôle, c'est le fait qu'on n'ait pas forcément mis toujours les moyens. Et là, je crois qu'on dote en recherche, en innovation, en équipement, l'agriculture de moyens qui lui permettront vraiment de franchir un cran. Je crois que vous réservez quelques annonces justement sur le grand défi biocontrôle et biostimulation pour l'agroécologie qu'on évoquera nous aujourd'hui déjà. Mais avant ça, peut-être Céline, sur cet arsenal de dispositifs donc législatifs et réglementaires français à défaut d'européens, en tout cas en anticipant la réglementation européenne, on l'a vu avec Parsada, quelle est la position d'IBEA France à transmettre au ministre ? Qu'il connaît déjà, mais j'imagine. Mais en tout cas, sur lesquels vous aimeriez peut-être insister. Un petit peu. On est forcément toujours, nous, très mobilisés sur ces sujets-là. On parlait du Parsada. On est en action avec le ministère, l'INRAE, les instituts techniques. On est en ordre de marche pour répondre par des lettres d'intention avant la fin du mois. Là, donc, cet appel à manifestation d'intérêt qui s'inscrit dans ce plan d'anticipation du retrait
des molécules. En binôme avec déjà certains des instituts techniques. Donc vous voyez, on est dessus. On évoquait le grand défi biocontrôle, biostimulation. Là encore, IBMA France était dès le départ en action pour créer l'association qui va être à la gouvernance de ce grand défi. Nous sommes même à la vice-présidence. Donc on essaye d'accompagner du mieux qu'on peut à chaque fois et avec nos adhérents. Sur quelques points précis, peut-être sur les certificats d'économie de produits phytosanitaires, sur des aspects de cet ordre-là. Quand on parle de déploiement, bon, on a des propositions d'ailleurs qu'on a fait remonter. La séparation vente conseil par exemple. Alors on l'avait un petit peu senti. Malheureusement, ça s'est confirmé. Ça a privé quand même de conseiller nombre d'agriculteurs et on sait combien le biocontrôle a encore besoin d'être accompagné. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir de ce point de vue-là. Les CEPP, c'est un levier. Les certificats d'économie de produits phytosanitaires. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'automaticité. Un produit de biocontrôle ne génère pas nécessairement directement un CEPP. Donc on a cette première barrière qui n'est pas une barrière, cette première validation, l'AMM, et puis on repart pour environ 2 ans à générer des études qui permettront d'obtenir ces CEPP. Donc là, pareil, on reprend 2 ans avant d'arriver au marché. Une des propositions d'IBMA, c'est d'avoir une valeur un peu par défaut, en même temps que l'AMM. Et on démontre ensuite par ces mêmes études, il n'y a pas question là encore de les enlever, mais se donner un peu plus de temps pour approfondir et avoir un chiffrage plus précis. Aujourd'hui, c'est à peine 40%, je crois, des produits de biocontrôle qui ont un CEPP, ce qui du coup, on ne peut pas utiliser ce levier incitatif qu'est le CEPP au profit du biocontrôle. On l'utilise, mais à la hauteur de ces 40%. Monsieur le ministre, pour conclure, peut-être sur cet enjeu, sur quelques points particuliers, et puis peut-être plus largement sur la question de l'innovation, qui, on l'a compris, était aussi encore un levier actionné pour accélérer la mise au point et aussi, surtout, peut-être le déploiement de solutions, de méthodes, produits agents de biocontrôle. Oui, on n'a plus que jamais besoin d'innovation en agriculture. D'ailleurs, les grands sauts historiques de l'agriculture sont passés par des innovations de nature différente. Et là, le biocontrôle est un élément de l'innovation qui est très puissant, qui va à la fois permettre de résoudre et d'essayer de résoudre la question des phytosanitaires, mais aussi de résoudre la question de ce que produit le dérèglement climatique, quand même, parce qu'on a aussi ça devant nous. Hors phyto, on a quand même le dérèglement climatique qui est un élément. Et on a besoin, pour aller vite, on a besoin de travailler sur quoi? On a besoin de travailler sur, une réglementation. On ne développe pas une stratégie économique, technologique, s'il n'y a pas une réglementation. Je ne connais pas de modèle qui marche dans un espèce de flou juridique, y compris pour les acteurs économiques. Deuxième élément, on a besoin de pousser la recherche et l'innovation, et de favoriser partout la recherche et l'innovation, et que puisse éclore des initiatives de partout, dans les startups et ailleurs. Troisième élément, on a besoin de porter la formation. Et moi, j'ai toujours la même obsession, et qui est aussi valable en biocontrôle que dans d'autres, c'est comment on arrive à massifier les choses. Parce que parfois, on a du biocontrôle et après, il faut qu'on arrive à convaincre ces dispositifs-là. Puis, j'en conclurai sur ce que vous avez dit sur la question séparation, vente, conseil et autres. Il y a eu un rapport parlementaire qui vient d'être publié. Il y a une commission d'enquête et un rapport parlementaire. Commission d'enquête, c'était sur phyto, et la trajectoire, et rapport parlementaire sur qu'est-ce qu'on fait comme bilan. Moi, je pense qu'il faut tranquillement se dire, quand quelque chose ne marche pas, que ça ne marche pas. C'est un peu d'ailleurs ce que dit le rapport parlementaire. Ça partait des meilleures intentions. Je dis d'autant plus que j'assume moi-même l'erreur, puisque je l'ai votée, cette séparation. Mais il faut tranquillement se dire, ça ne marche pas, et qu'est-ce qu'on met en place? Comment on améliore? Parce qu'on l'avait fait pourquoi? En se disant, ça ne permet pas de trouver une trajectoire et un conseil qui soit un conseil optimisé, on va dire ça comme ça. La vérité, c'est qu'on n'a plus de conseil du tout. Et donc on a perdu quelque chose qui était un fil de conseil. Les agriculteurs ont besoin de conseils. Parce que ça... Comme tout opérateur à qui on livre un produit, une machine ou quelque chose d'ailleurs. Un produit pas banal d'ailleurs, que ce soit biocontrôle ou pas. Oui, biocontrôle ou pas. Et donc on a besoin, et là en biocontrôle qui sont des technologies plus innovantes, et encore plus sans doute besoin de conseils, parce qu'on a des produits qui ne sont pas tout à fait ceux qu'on connaissait.
Et donc on va mettre ce travail sur la table parce qu'il ne faut pas qu'on perde trop de temps, il ne faut pas qu'on perde le fil avec les agriculteurs du conseil qui leur permet de trouver les alternatives, de trouver les outils qui leur permettent de trouver les trajectoires qu'on leur demande. Voilà. Réglementation, innovation, formation, conseil, tout ça on va dire renouvelé avec ce dispositif, cet arsenal réglementaire législatif, ce pacte aussi, par SADA, Grand Défi, tout ça à mener peut-être de front et peut-être de manière moins linéaire et plus, on va dire, systémique, comme on le disait tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de votre visite. Merci, Céline Bartet, je vous invite à l'applaudir. On vous libère, vous continuez votre visite au sein du CIVAL. Merci pour ces propos en faveur du biocontrôle.